Jusqu'à 1h, la nuit est à vous sur Europe 1. Nous avons 2 heures devant nous pour apprivoiser les ombres qui vous empêchent peut-être de trouver le sommeil, du temps pour parler de vous au 39 21, où vous attendent Paul et Hélène ce soir, ainsi que Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr également tous vos messages, que ce soit par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21, en commençant vos messages par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Christian. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je fais l'ouverture, on dirait. Oui, vous ouvrez le bal ce soir. J'ouvre le bal. J'espère que ça va être réussi. Ça nous... écoutez, voilà. Oui, il n'y a pas de raison. Ça vous intimide un peu? Non, oui, pas l'air. Oui, non, mais c'est drôle parce que effectivement, je vous écoute tous les soirs et de passer dans votre émission, je m'attendais pas, et donc ça change. rapidement en tout cas. Mais je vous remercie. Derrière le miroir finalement. Oui, et, c'est vrai. Voilà. Mais je vous remercie vraiment de participer, parce que je le dis souvent, je vous remercie à chaque fois évidemment d'écouter l'émission, mais surtout d'y participer, parce que si personne appelait, il n'y aurait pas d'émission. Ah oui, bien voilà. sûr, oui, c'est certain, oui. Et donc en fait, je voulais parler d'un sujet qui est qui a déjà été abordé évidemment dans votre émission, je crois hier déjà, par une dame en fait. Et ça concerne la séparation. Oui. Et ça concerne aussi les liens qu'on a par rapport à la nouvelle copine j'ai 52 ans, alors forcément, il faut dire copine, voilà, on s'attend à quelqu'un de très très jeune, mais bon, je vais dire copine, comme ça c'est plus clair peut-être. Vous l'appelez, vous la présentez en disant que c'est votre copine. C'est vrai que copine, ça fait très jeune. Oui, ça fait un peu ado. Mais oui, bon, c'est vrai. Mais bon, après tout, ça correspond à quelque chose si vous l'appelez comme ça. Peut-être que c'est plutôt une copine qu'une compagne pour vous. Non, je sais pas. Non, là. Votre meuf. Oui, voilà, ma meuf. Voilà. Non, les mots sont importants, je sais. Donc, surtout pour une psy. Vous imaginez bien que les mots comptent, hein. Bon. Je vais essayer de peser les miens. Non, parlez comme vous le voulez, hein, franchement. Donc, moi, je suis séparé en fait depuis 5 ans avec mon ex-compagne, qui était la mère qui est toujours la mère de mes enfants, de mes 2 fils qui ont 20 ans et 13 ans. Et donc, je connais donc cette jeune femme depuis 3 ans. Oui. Et donc je paye une pension régulièrement à mon ex-compagne, comme c'est d'usage, je crois. Et donc, par contre, c'est vrai, il m'arrive de l'aider financièrement ou matériellement sur des choses sur lesquelles il est indispensable de l'aider, c'est-à-dire, je sais pas, une paire de matériel informatique, par exemple, choses comme ça. Parce que je sais de son côté, c'est dur, quoi. Je sais que la séparation, c'est difficile. C'est pas quelque chose surtout par ces temps difficilement, économiquement très difficile. Et donc, il m'arrive de l'aider. Mm-hmm. Et donc, en fait, il m'arrive aussi d'en parler à mon amie, parce que je lui cache pas grand-chose, j'ai pas la raison de lui cacher ça. Oui. Et elle me reproche, en fait. Elle me dit de plus en plus souvent, mais tu as une relation, entre guillemets, malsaine avec avec la maman de tes enfants. Ah, carrément. Oui. Qu'est-ce qu'elle trouve malsain Eh bien, disons que payer une pension, ok, très bien, je remplis mon devoir. Mais par contre, l'aider en fait, elle a l'impression, en fait, que à chaque fois que mon ex-compagne a une difficulté, c'est vrai, hein, elle se tourne vers moi pour me demander, des fois, soit effectivement de l'argent, soit des menus travaux, choses comme ça, qui vont vraiment l'aider. Je sais que c'est vraiment social pour elle, c'est pas en tout cas, je crois que c'est pas un jeu, quoi. Et donc, mon ami... c'est pas une façon pour elle d'essayer de renouer avec vous. Mais justement, moi, peut-être que dans ma naïveté, je ne le vois pas. Et mon amie, elle, le dit franchement. Elle dit, mais c'est ça. En fait, elle recherche à retisser des liens et en fait, surtout que je suis extrêmement dans la culpabilité dans cette séparation. C'est moi qui suis parti. C'est moi qui ai quitté la maman. Donc, effectivement, j'ai beaucoup de culpabilité. D'autant plus que, effectivement, moi, je vois mes fils tous les 15 jours. Et c'est vrai que c'est difficile quand même. Hein. J'avoue que les pères sachent bien avant que c'est très dur de voir ses enfants tous les 15 jours. Oui. Et donc la culpabilité est toujours là, c'est vrai.
Et donc du coup, Est-ce qu'elle vous sollicite souvent, votre ex-compagne? non, c'est pas souvent, c'est irrégulier, mais je sens chez elle une fragilité effectivement économique, ça c'est sûr, qui fait que, bon, chez moi aussi, moi je suis, j'ai un métier qui fait que, je suis encore au travail là, je téléphone. Ah oui. Et donc, ouais. Mais c'est souvent où vous travaillez tard comme ça? Non, ça arrive. D'accord. Bon. Et donc, c'est difficile, et je sais que c'est difficile pour elle, c'est pas facile. Oui, ça c'est une réalité. Souvent Voilà, après une séparation, après un divorce, les femmes, ça fait quand même notamment 5 ans, d'un point de vue économique, leur niveau baisse. Surtout les femmes, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Surtout les femmes. Déjà, le salaire des femmes est en général inférieur à celui des hommes. Et bien sûr que ça a un coût, une séparation aussi économique. Voilà. Et donc en fait, mon ami donc actuel, quelqu'un que je connais bien, que j'aime, j'aime profondément, me reproche, on a sans arrêt des discussions assez vives sur ce sujet, parce que et moi en fait, je sais pas, en fait, effectivement, peut-être que je devrais lui donner plus d'autonomie, refuser peut-être l'aide que j'apporte à mon ex-compagne, mais moi ça met en porte-à-faux finalement, et du coup, je sais plus trop où j'en suis, d'où mon appel. Parce que c'est une situation assez qu'on retrouve assez. Comment se situer par rapport à son ex-compagne. Souvent, les hommes se retrouvent dans cette situation à donner un coup de main, et ce sont souvent les nouvelles compagnes qui reprochent cette trop grande proximité. Peut-être parce que, comme vous le dites, elles peuvent être plus clairvoyantes et se dire que quand l'ancienne femme, ça peut être une façon de renouer un lien. Peut-être. Bon, ça serait pas mal qu'il y ait des témoignages d'autres hommes qui se sont retrouvés dans cette situation un peu coincés comme vous, en porte-à-faux entre leur nouvelle compagne et leur ancienne, qui est la mère des enfants. Vous souhaitiez des témoignages? 39-21, on va lancer un appel. Et puis, est-ce que c'est de la jalousie de mon ami actuel? Est-ce que c'est de ma part à moi, effectivement, d'une trop grande culpabilité? Et puis, effectivement, il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça, ouais. C'est un peu tout mélangé. Et du coup, mes curseurs sont bloqués parce que j'arrive pas vraiment à débloquer. M'engager. Voilà, je n'arrive pas à m'engager avec mon ami. Je pense encore mais plus d'une façon conjugale à mon ex-compagne, pas du tout. Simplement, je tiens à ce que mes enfants soient aient une vie, pas confortable, mais au moins qu'ils soient pas dans la misère, quoi. Vous le faites aussi beaucoup pour vos enfants, pour essayer qu'ils soient dans une situation assez la plus confortable possible, quand même. Oui, en je tout sais cas, que ça passe par la maman. Pour l'instant, ils sont encore dans l'appartement dans lequel d'ailleurs nous vivions avant. J'ai laissé l'appartement. Et donc effectivement, c'est tout ça. Fait que c'est un lien quand même quelque part. C'est un lien. Vous vous sentez responsable, mais au bon sens du terme. Au bon sens, et le mauvais, c'est que je me sens coupable aussi, quoi. J'ai encore de la culpabilité. Je ressens aussi beaucoup de l'avoir quitté, de les avoir quittés, d'avoir quitté votre. De les avoir quittés. Ouais. C'était douloureux, donc. Mais maintenant un peu moins. Ça commence un petit peu à s'atténuer, à disparaître ce sentiment. Je m'ouvre un peu plus, mais voilà, ma copine en fait me dit, mais il serait temps pour toi de te libérer et puis d'être enfin entre guillemets heureux, quoi. Parce que là, on sent que tu as des freins, tu as des réticences, tu as des choses. Donc, ce qui fait que dans un couple qui est frais, 3 ans c'est relativement frais, surtout quand on se voit depuis, tous les 15 jours, c'est pareil. J'alterne enfants et copines, voilà. Et donc, forcément. Mais vous avez l'impression que ça vous freine. Se faire sa vie sur un terreau qui est légèrement glissant ou c'est pas Je sens que les réticences et. Alors je pense que si vous voulez votre compagne actuelle, elle exprime, il y a une angoisse, il y a une peur derrière ça, derrière la jalousie qu'elle manifeste. Quand elle, peut-être que comme en plus vous voyez, de façon épisodique, voyez, même si c'est depuis 3 ans, mais de façon encore épisodique, elle peut avoir peur de pas, elle se sent pas légitime encore dans cette histoire par rapport à votre ex-compagne, qui est la mère de vos enfants. Absolument. Et je pense que c'est là où vous pouvez la rassurer. Oui, parce qu'elle m'a demandé, elle m'a demandé en fait d'organiser par exemple un dîner avec les enfants. Et
Le petit, on se voit souvent, parce qu'il a un fils du même âge que le mien, le plus jeune. Donc on se voit souvent avec le petit. Par contre, le grand, lui, bon, il a 20 ans. C'est vrai qu'il est plus ou moins indépendant. Oui. Je veux dire, passer un tête-à-tête avec, entre guillemets, sa belle-mère et puis moi. Enfin, vous voyez, c'est pas... Je sais pas si ça va resserrer vraiment des liens, ça. C'est pas possible, quoi. Non, mais derrière cette demande, il y a quelque chose de symbolique où votre compagne actuelle a besoin de se sentir rassurée. Oui, mais comment faire? Enfin, déjà, c'est-à-dire, vous l'avez dit à un moment, je trouve que ce que vous dites, vous répondez aux demandes de votre ex-compagne, parce que elle se trouve dans une situation parfois un peu matérielle, un peu difficile, et vous ne voulez pas que ça porte préjudice aussi à vos enfants qui vivent avec elle. Donc, vous vous sentez, vous êtes séparés de leur mère, mais vous vous sentez, vous restez le père de vos enfants, vous vous sentez responsable. Bon. Par rapport à vous avez bien dit, au niveau, vous n'êtes pas lié avec elle par un lien conjugal. C'est plus que vous vous sentez, vous pouvez lui garder de l'estime, le fait que c'est la mère de vos enfants, avoir une certaine affection, mais l'amour que vous portez aujourd'hui, l'amour, c'est pour votre nouvelle compagne. Absolument, ça peut être dit aussi. Je n'ai de cesse de lui dire. Hein. Non, mais il ne s'agit pas de lui répéter peut-être constamment, mais il s'agit que ça soit... voyez, parce que si on le répète trop, à la limite, ça n'a même plus de sens. Oui, c'est lui répéter comme pour se justifier. Oui, à trop dire. Oui, à trop dire, je trouve que ça a moins de poids. Il s'agit vraiment de dire que oui, vous vous sentez un peu responsable et peut-être que il y a une certaine, on le reconnaît, une certaine culpabilité à l'avoir quitté, mais vous l'avez quitté justement parce que vous n'aviez plus de sentiments amoureux. Oui, et que vous n'avez toujours pas de sentiments amoureux pour elle. Simplement, vous vous sentez responsable, mais comment on peut se sentir responsable de quelqu'un qui a eu qui a compté pour nous. Je trouve que ça, pour le coup, c'est plutôt rassurant. Ça montre que vous êtes quelqu'un qui, justement, quelqu'un de mature et de responsable. C'est pas si fréquent. C'est pas si fréquent. Ça devrait la rassurer. C'est plutôt rassurant. C'est-à-dire que c'est pas parce que, aujourd'hui, vous n'êtes plus avec la mère de vos enfants, qu'elle compte plus du tout et qu'à la limite, peu importe ce qu'elle devient, vous vous en fichez totalement. Bon, alors, ce qui est compliqué, c'est que elle, de son côté, et elle aurait un homme dans sa vie, votre compagne serait davantage rassurée. Bien sûr. Ce qu'elle craint, c'est que vous ne sentez pas, vous, chez votre ex-compagne, une façon elle cherche pas à vous reséduire quand vous y allez? Non, je pense pas. Je pense qu'elle a vraiment... Par contre, elle me pose beaucoup de questions sur ma relation actuelle. J'en ai le moins possible. J'en ai le moins possible. Voilà, quand même, Non, elle cherche pas à me reséduire, mais par contre, mais ça va avec... oui, tout va bien. Oui, vous avez raison d'être assez évasif parce que finalement, elle vous demande, elle a besoin de savoir, elle a une curiosité qu'on peut comprendre, mais qui, au final, pourrait aussi lui faire un peu de mal parce que c'est... Bon. Et vous, c'est votre... Voilà. Donc, je vous trouve... Enfin, chez vous, je sens pas d'ambivalence. Je vous trouve, on sent que vous êtes au clair. Donc ça, vous devriez pouvoir être à même de le faire passer à votre nouvelle compagne. Est-ce qu'elle vous sollicite beaucoup? Ce que j'essaie de comprendre, c'est parce qu'on peut comprendre la jalousie de votre nouvelle compagne. Si par exemple, c'est toutes les semaines, c'est à quel rythme? C'est tous les mois? C'est tous les 3 mois, les 6 mois? Il arrive des fois des choses en cascade, du genre elle n'a plus de machine à laver, elle me demande de laver le linge des enfants. Bon, ça fait. Ouais, elle exagère un peu quand même. Franchement, là, pour le coup, un peu, oui. Sa voiture est en panne, elle me demande si je peux l'aider à, Franchement, elle habite dans un petit village ou dans une ville? Non, on habite en fait, moi c'est vrai, quand je me suis éloigné, on habite dans la même ville, dans le même quartier, pratiquement, à peut-être 500 mètres de distance. Oui, ça simplifie pas les choses. Bon, il y a des lavomatiques quand même, il y a... Écoutez, non, parce que là, vous voyez... Bon, on le dit, l'expression laver son linge sale en famille. Mais enfin, vous voyez, il y a pas de,
il y a quelque chose où quand même la séparation, elle a du mal un peu à l'intégrer. Hein. Ouais, c'est vrai. Sous couvert de vous êtes le père des enfants ouais, parce que bon, c'est sûr que c'est embêtant une machine qui tombe en panne, mais enfin, ou à la limite, vous faites réparer la machine ou vous lui offrez une nouvelle machine. Maintenant, ça coûte moins cher presque que de faire réparer, malheureusement. Ouais, mais parce que il faut quand même que vrai. vous soyez vigilant sur ce qui peut être demandé. C'est que vous lui donniez un coup de main sur certaines choses, bon, mais elle peut pas non plus vous solliciter trop sur tout. Ouais. Parce que ça peut jouer le rythme, la fréquence. C'est-à-dire que vous soyez encore investi et présent s'il y a des problèmes, des choses... Bon, mais enfin, vous êtes quand même séparés. Hein. Par contre, ce qui a déclenché aussi un peu l'ire de mon amie, c'est qu'elle m'a dit donc qu'elle connaissait quand même de graves difficultés financières, ou qu'elle connaîtrait bientôt, dans 6 mois. Alors c'est très évasif. Elle m'a demandé en fait de reprendre les enfants chez moi. D'accord. Bon... Je sais pas, j'ai dit écoute, il faut que je réfléchisse et puis faut qu'on en parle, effectivement, c'est grave. Donc ça bouleverse aussi pas mal de choses. Donc j'ai demandé du temps pour réfléchir et puis trouver d'autres solutions. Mais en même temps, c'est récurrent, c'est pas la première fois qu'elle me fait ce coup. Hein. Elle me fait ça à peu près tous les ans. Mais sous couvert parce qu'elle a des problèmes financiers. Mais qu'est-ce qu'elle ne travaille pas, elle? Si, elle travaille, mais bien sûr, elle travaille. Mais elle gagne pas bien sa vie. Il faut croire. Elle a un loyer c'est vrai qu'avant le loyer c'est pareil. Je dis mais déménage. Il faut peut-être qu'elle déménage. C'est ce que j'allais dire aussi parce que si elle veut pas du tout changer son niveau de vie, c'est peut-être ça qui est compliqué. C'est-à-dire que elle est restée dans l'appartement où vous étiez. Ouais, je pense qu'elle est butée sur le niveau de vie qu'on avait avant. Oui. Mais... Pour un tas de raisons. Hein. Oui, mais bon, je comprends, mais en même temps, alors, soit elle rencontre de graves difficultés financières, et dans ces cas-là, vous disiez vous-même que c'était difficile d'être séparé de vos enfants, et vous pouvez, j'imagine, vu la façon dont vous parlez de vos enfants et autres, vous laisseriez pas vos enfants comme ça, donc vous accueilleriez vos enfants. Oui, bon, bien sûr. Et c'est en plus, même par rapport à votre compagne, c'est des garçons, c'est déjà plus facile que si c'était des filles, hein, par rapport à votre nouvelle compagne. Bon, il y en a un qui a 20 ans, l'autre qui a 13 ans, ça peut passer. Mais en revanche, il faut pas que ça soit comme une menace qu'elle brandit, puisque si je comprends bien, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Ouais, et puis quand je lui demande, mais t'as prévu quelque chose? Non, je sais pas, de toute façon, tant pis. Enfin, vous voyez, Bon, alors là, c'est là où quand même... Alors je nuancerai, alors je nuancerai quand même un peu, et peut-être que votre nouvelle compagne, elle a pas tout à fait tort, dans le sens où elle joue un peu sur votre culpabilité, sur le fait que elle, il y a quelque chose d'une page qu'elle a du mal à tourner, et c'est vrai que c'est difficile de renoncer et de renoncer à un certain standing, à un certain niveau de vie, bien sûr. Mais malheureusement, c'est aussi le prix à payer quand il y a une séparation. Vous assumez parce que vous versez une pension alimentaire. Bon, c'est pas quelqu'un qui est complètement démuni. Elle a un salaire, et c'est vrai que parfois, quand on se rend compte que on a plus de frais que de rentrées d'argent, à ce moment-là, on prend un logement un peu plus petit. Enfin, bien sûr, elle a les enfants à charge au quotidien, mais enfin, déjà celui qui a 20 ans va peut-être pas rester encore des années là. Enfin, vous voyez, il y a peut-être moyen. Je sais pas, elle vit dans un appartement de combien de pièces là? C'est un 85 mètres carrés. Il y a 3 chambres, donc une chambre pour chaque enfant. La chambre des parents, salon. Oui, bon, en même temps, c'est vrai que s'ils ont 20 et 13 ans, c'est bien qu'ils aient chacun leur chambre, en même temps. Mais bien sûr, mais à ce moment-là, alors donc oui, ça fait 3 chambres avec elle. Bon, c'est vrai que c'est compliqué, mais enfin, peut-être que celui de 20 ans aussi, il va pas rester là des années non plus, même s'il fait des études. Oui, il fait des études. Enfin, il y a peut-être des choses à revoir un peu. Justement, c'est pour ça que je lui ai demandé que je réfléchisse et de rien précipiter comme ça. Quoi. Vous avez raison. Vous avez raison. Et de me donner, je sais pas, 3-4 mois pour que je me retourne et que je vois des solutions, que j'envisage des choses, quoi. Oui, mais elle aussi, elle doit envisager de son côté. Que peut-être si à un moment, elle peut pas non plus... non, elle doit aussi. Vous êtes séparés. Tout le temps la solution, voilà, c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'en même temps, elle a un peu trop pris l'habitude de se reposer sur vous et que finalement, elle continue à fonctionner
comme si vous étiez encore ensemble et qu'elle peut s'appuyer, compter sur vous. Alors, elle peut compter sur vous par rapport aux enfants, mais par rapport à l'organisation de sa vie à elle, ça fait quand même 5 ans que vous êtes séparés. Oui, tout à fait. Donc, vous lui avez laissé le temps quand même de s'organiser, d'envisager les choses différemment. Vous voyez, il faut pas que ça revienne comme un peu un chantage autour des enfants, parce qu'elle sait que c'est votre point sensible. Hein. Ouais, Elle sait que vous ne laisserez jamais, que c'est votre priorité, et donc elle peut en jouer un petit peu. Ah, je comprends. Ouais, ouais, vous avez raison. Et si vous preniez les enfants, qu'est-ce qu'elle en dit, votre copine ? Oui, elle m'a dit. Elle serait prête. Oui, elle est. Bon. Ouais, elle est prête. Ouais. Bon, vous pouvez. Après, elle est prête, mais après, elle, je sais pas trop où elle en est non de plus. toute façon, il faut quand même. Mais vous pouvez peut-être lui dire aussi que si vous prenez les enfants, déjà vous verserez pas la pension. Oui. Et puis qu'à ce moment-là, peut-être si vous prenez les enfants, est-ce que ça justifie qu'elle reste seule dans un 85 mètres carrés ? Il faut peut-être qu'elle voit aussi de son côté. Oui, mais enfin c'est. Vous voyez, parce que. Il y a quand même des choses un peu à aménager, et ce qui est compliqué pour elle, et c'est vrai que c'est un réaménagement de vie total après une séparation, mais il faut peut-être qu'elle y songe. Ouais, moi je suis passé par là, hein. J'ai dû changer d'habitude. Oui. Écoutez, vous souhaitiez des réactions, elles arrivent au 39-21. Je remercie les auditeurs. On va déjà accueillir Sylvia. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous savez, je vous écoute tous les soirs. Je vous remercie. Ça me permet de m'endormir. Oui. Oui, et c'est très très intéressant. Hein, mais là, heureusement, là, vous n'étiez pas encore endormi, vous allez pouvoir réagir. Oh, j'ai un écho terrible. Il y a un haut-parleur ? Non, pas du tout. Je me suis mis dans une pièce. Ça résonne beaucoup. Il n'y a pas de radio. Vous n'avez pas de meubles dans cette pièce. Vous êtes dans la salle de bain, peut-être ? Non, dans la cuisine. Ah bon ? Voilà. Ah bon ? Oui, parce qu'il y avait un écho terrible. Non, vous écoute, pas de Sylvia. haut-parleur, rien du tout. Je suis toute seule. Je me tais alors. Voilà. Alors, je peux dire ma situation ? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis divorcée. Mon ex-mari, lui, il n'a pas refait sa vie. Je suis divorcée depuis 20 ans. Moi-même, j'ai refait ma vie. Oui. Avec un monsieur, nous avons 5 ans de différence, donc je suis plus âgée que lui. J'ai 59 ans, lui, il en a 55. Oui. Ça se passe très bien. Je l'ai connu quand j'avais 40 ans. Et nous sommes restés en bons termes parce qu'avec mon ex-mari, nous avons eu un enfant, une fille. Et mon ex-mari, je lui ai toujours donné une pension alimentaire. Lui me donnait la pension alimentaire. C'est intéressant, votre lapsus. Oui. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je reçois mon ex-mari. Oui. Je fais beaucoup de services parce que notre fille, elle vit en Angleterre, elle n'est pas tout près. Et mon ex-mari, a des problèmes de santé, il est tout seul. Donc, je lui ai lavé son linge, par exemple. Je le dépanne. Les histoires de linge, c'est symbolique, hein, quand même. Non, mais le linge... oui. Il y a des tas de choses. Et pourquoi vous lui lavez son linge ? Parce que lui, tout seul, il allait au lavomatique, mais maintenant qu'il est malade, il n'est pas en bonne santé, il a beaucoup de mal. Maintenant, il a une femme de ménage, c'est différent. Hein. J'ai cessé de lui laver son linge, mais par exemple, s'il veut aller à quelque part, moi, je l'emmène. S'il va en clinique, je suis là pour l'emmener, pour voir si tout va bien, parce qu'il est tout seul. Et mon mari, il trouve très, très bien cette situation. Il n'a pas à avoir de jalousie. Oui, il n'est pas jaloux. Non. Avec mon mari, on n'a pas eu d'enfant. C'est un fait, mais même on aurait eu un enfant, ça aurait été pareil. Mais pour notre fille, ça lui donne un très bon équilibre. Et je pense que la femme, la compagne de Christian, elle ne devrait pas réagir comme ça. Imaginons qu'un jour, Christian ait un enfant avec sa compagne. Moi, je crains qu'il y ait une différence avec ses propres enfants. Moi, apparemment, vous voyez, quand Christian dit il faudrait peut-être qu'il accueille ses enfants, sa compagne n'y voit pas d'opposition là actuellement. Donc elle est quand même ouverte. C'est pas tant par rapport aux enfants, je crois qu'elle craint quelque chose. Elle est désireuse de les rencontrer. Oui, c'est plus par rapport. C'est plus. Oui, elle serait prête à vivre. Christian nous disait. C'est plus, je crois, par rapport à l'ex-femme. Oui.
de sentir qu'il y a peut-être quelque chose qui est pas tout à fait clair dans ces demandes. Oui, je pense qu'elle a encore des sentiments pour son mari. Oui. C'est fort probable. Oui, enfin, il y a quelque chose qu'elle n'a pas tourné, elle a pas tourné la page. Donc, on peut comprendre. Je peux comprendre quand même la réaction un peu d'inquiétude de la compagne actuelle. De demander à qui que ce soit le moindre service, elle préfère demander à son ex-mari. Ah, ben oui, mais bon. Il y a un moment, c'est-à-dire que oui, mais c'est là qu'on se dit, évidemment, quand on est ensemble, quand on s'aime, c'est pour la vie et qu'on espère et qu'on sera toujours là l'un pour l'autre. Mais dans les faits, quand on se sépare, il y a un moment où c'est moins vrai quand même. C'est-à-dire que à un moment, chacun reprend un peu le cours de sa vie. Alors vous, c'est différent parce que votre mari, il est malade, il est seul. En même temps, j'ai envie de vous dire, peut-être vous allez mal le prendre, mais il s'est peut-être arrangé pour rester seul, pour rester d'une certaine façon dépendant. Moi, je pense qu'il a encore des sentiments pour moi. J'en suis consciente. Oui, mais est-ce que c'est l'aider? Alors maintenant, c'est différent parce qu'il est malade, hein, mais est-ce que c'est l'aider finalement que de rester trop proche? Vous voyez, alors là, c'est encore un niveau différent puisque, comme vous dites, il est malade et que vous vous sentez très responsable de lui. Mais je pense que justement, quand on sent que l'autre a encore des sentiments et qu'il y a un déséquilibre, puisque ce qui est compliqué, c'est quand l'un a refait sa vie et l'autre pas, je pense qu'il faut justement être particulièrement clair et vigilant. Pour ne pas entretenir un faux espoir. C'est-à-dire que c'est ce qui est compliqué, vous le dites l'un et l'autre, hein, quand il y a des enfants. C'est-à-dire que pour les enfants, bien sûr que le lien, il se maintient. Mais c'est un lien parental. Et c'est ce qui est très compliqué, c'est-à-dire que c'est plus du lien conjugal. Oui, mais par exemple, mon ex-mari, il se rend compte que maintenant j'ai mon mari, je suis très heureuse, j'ai ma maison, tout va bien, donc il n'oppose rien à cela. Ah ben vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance d'être avec un homme qui comprend. Nous l'invitons assez souvent, entre autres quand ma fille vient me voir en France, parce que j'habite sur Nancy. Je fais le nécessaire pour que mon mari va chercher mon ex-mari avec notre fille. Oui, ils s'entendent bien. Oui, ça se passe bien. Ils s'entendent bien. Oui, mon mari apprécie pour ma fille, quoi. Écoutez, vous avez réussi à faire en sorte que ces deux hommes que finalement tout aurait pu opposer, ils se rassemblent autour de vous et ils ont réussi certainement même un peu à sympathiser. Sinon, votre compagnon actuel n'accepterait pas la présence de votre mari. Donc ils ont réussi, oui. Ils ont. J'ai de la chance, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Oui, c'est vrai. Oui, je trouve. Oui, parce que on voit ça souvent dans les films, hein. Dans les films, on voit. Ah oui, non, mais dans les films, on voit souvent les gens qui se retrouvent avec les ex, ils dînent ensemble ou ils passent des vacances ensemble. Dans la vie, c'est plus compliqué. Mais bon, vous avez réussi et où finalement, vous trouvez bien et l'un et l'autre, ils arrivent à s'apprécier. Après tout, tant mieux pour vous, hein. Vous avez trouvé un équilibre comme ça. Je ne vous cache pas que si ma fille avait été proche dans la région, je pense que je n'aurais pas été, je n'aurais pas rendu service autant comme ça à mon ex-mari, parce qu'elle-même l'aurait fait, quoi. C'est évident. Mais bon, pour les enfants, je pense qu'il faut leur donner un équilibre aux enfants. Oui, mais enfin, à un moment, les enfants, ils grandissent aussi, voyez. Oui, c'est vrai, ils volent de leur propre aile, oui. En tout cas, merci de nous avoir fait part de votre expérience, Sylvia. Et belle nuit à vous, alors. Merci beaucoup. Ma foi, bon courage à Christian et puis bonne chance. Merci Sylvia. Bonsoir Caroline. On va accueillir Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Caroline. Bonsoir, merci. Vous étiez en voiture, me dit-on, et vous êtes arrêté. Merci beaucoup. Absolument. Donc moi je voulais vous dire que j'ai entendu ce que vous disiez, ce que disait Christian. J'ai bien vécu ça puisque mon épouse est partie et que j'ai payé des pensions alimentaires. Et la seule chose qui me paraît importante à dire, c'est que le parent, c'est celui qui élève les enfants. Et que donc, si Christian a l'occasion de reprendre ses enfants, surtout qu'il le fasse, parce que moi, ça fait 10 ans que j'ai pas vu les miennes. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile. Pourquoi vous ne les avez pas vus depuis 10 ans ? Parce qu'il y a une pression familiale de l'autre côté qui fait que... De la part de la mère ? Absolument. Ouais. Et c'est pas qu'on
on accepte, de toute façon. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une pression qui est faite de la part des mamans, de certaines en tout cas, pour tirer de l'argent de ce qu'elles pensent être une trahison. C'est pour elles quelque chose de... c'est une compensation, et quand j'entends qu'ils payent la réparation, le machin, le truc, je comprends tout à fait que son actuelle compagne ne le supporte pas, parce que la mienne ne le supporterait pas. Donc voilà. Ben, c'est-à-dire qu'il y a toujours une crainte de que ça soit une façon de... Enfin, c'est-à-dire que finalement, comme si la séparation n'était pas vraiment actée. Absolument. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair, quoi. Et le fait de vivre à 500 mètres l'un de l'autre n'arrange pas les choses. Moi, j'ai mis quelques centaines ou milliers de kilomètres entre les deux, et... Ah, c'est plus compliqué. C'est vrai, vous avez raison. Quand on est comme ça à 500 mètres. Mais d'ailleurs, vous avez raison, Sylvain. C'est-à-dire que, je sais pas, après tout, Christian, dans la mesure où elle vous dit, ça revient assez souvent, que, étant donné ces problèmes d'argent, peut-être que vous allez devoir prendre vos fils. Est-ce que ça réglerait pas le problème? C'est-à-dire que, au fond, pour vous, vous dites que c'est difficile dans cette séparation de ne voir vos enfants que tous les 15 jours. Ouais. Et vous avez dit aussi que, si vous étiez aussi prompt à rendre service à votre ex-compagne, c'est aussi, parce que vous vous sentez un peu coupable, mais aussi parce que vous voulez que vos enfants grandissent dans les meilleures conditions possibles. Après tout, si vous les avez avec vous, vous ferez en sorte... sans qu'ils soient séparés de leur mère non plus, il ne s'agit pas, ils verront leur mère, mais de les élever dans les meilleures conditions affectives, ça va de soi, mais aussi matérielles. Peut-être que ça réglerait les choses et que vous vous sentiriez un peu moins dans la culpabilité de devoir en faire beaucoup et peut-être trop. Après, c'est ce que je pense, dans la mesure où... Comment, pardon attendez, excusez-moi Sylvain. C'est une double séparation. Pourquoi je pars, après c'est la maman qui finalement part, et ce que je veux dire, c'est... Non, pas du tout, non, parce que je vais vous dire une chose, ils ont vécu, vous êtes partis il y a 5 ans, ils ont passé ces 5 années auprès de leur mère, ils peuvent, eux aussi, parfois ça vient d'ailleurs des enfants, et en plus ce sont des garçons, donc ça peut être important pour des garçons se rapprocher de leur père. Surtout, il y en a un qui a 13 ans, au moment de l'adolescence. C'est important d'avoir un modèle comme ça paternel, enfin d'être proche du père. Et puis, non mais un modèle, vous êtes, pour les, enfin, il déboulonne, le modèle, rassurez-vous, il vous épargnera pas, mais enfin si, c'est quand même une référence, on va dire. Voilà. Et même pour celui de 20 ans, à 20 ans, on a besoin de son père, encore. Donc, surtout, ce sont des hommes en devenir, quoi. Il y en a un, c'est un jeune homme, bon. Donc, non, c'est vous qui êtes très angoissé par rapport à la séparation. Et c'est pour ça, je pense, vous l'avez dit vous-même, ça ce lien, finalement, vous empêche de vous investir peut-être et de construire avec votre nouvelle compagne. Et c'est peut-être ça, derrière... sa demande, c'est-à-dire ce qu'elle ressent, c'est-à-dire qu'elle aimerait quand elle vous dit qu'elle aimerait rencontrer vos enfants, ça fait quand même 3 ans qu'elle est avec vous, vous me dites que vous aimez cette femme, elle aimerait peut-être pouvoir s'investir, pouvoir se projeter, pouvoir construire. Or, c'est vrai que c'est très difficile, et vous le dites vous-même, de s'engager, de se projeter dans l'avenir si vous n'êtes pas tout à fait désengagé. Or, il faut que vous vous sentiez désengagé, investi pleinement bien sûr dans votre rôle de père, mais quand même désengagé. Affectivement, j'entends, vis-à-vis de leur mère. Tout à fait d'accord, d'autant plus que je vais rassurer l'auditrice précédente, je ne compte pas refaire d'enfant, j'ai 52 ans, je vais certainement pas en faire un troisième, quoi. Même si j'adore ma compagne actuelle. Elle est plus jeune que vous, votre compagne actuelle? En 5 ans, mais c'est pareil, on n'envisage pas du tout de refaire un enfant. Oui, elle en a un de son côté, vous avez vos 2 enfants, d'accord. Oui. Et ça aussi c'est important, parce qu'effectivement... peut-être vous, Sylvain, vous avez refait votre vie avec une compagne dont vous avez un enfant, probablement. Non, j'ai adopté ces enfants. Oui, d'accord. Mais peut-être aussi, est-ce que votre compagne aimerait bien qu'elle soit adoptée par vos enfants? Oui. Parce que si elle demande à les rencontrer, c'est pas pour rien, c'est sans doute parce qu'elle a envie d'être votre femme et en même temps d'être adoptée par vos enfants, parce que pour l'instant, vos enfants, pour elle, c'est l'inconnu.
c'est et vrai. que si elle pouvait être plus proche, être adoptée par eux, elle serait sans doute beaucoup plus rassurée. Moi, je Ouais, pense c'est vrai. qu'elle a besoin d'être rassurée et besoin de sentir que vous vous investissez vraiment dans cette relation et que vous pouvez vous projeter avec elle. Or là, si vous êtes happé encore par ce lien, par ce passé, c'est compliqué. Ouais, Et d'ailleurs, ça demande, vous avez raison vis-à-vis de Sylvain, par rapport aux enfants. Ça fait quand même 3 ans que vous êtes ensemble. C'est normal qu'elle veuille rencontrer vos enfants. Ça fait pas 3 semaines. Hein. Absolument. Ça fait pas 3 semaines. Oui, on la connaît bien le plus jeune, mais c'est vrai que le plus... Oui, ben vous âgé, proposez, entre guillemets. c'est-à-dire que vous lui imposez pas, mais dire Ouais, tiens, ouais. elle aimerait bien te rencontrer, on peut se prévoir, ça peut Ouais. être un petit dîner où tu passes déjeuner à la maison. Oui, Vous lui un petit imposez rien, déjeuner. mais dire c'est simple, Ouais, voilà, j'espère. elle aimerait bien faire ta connaissance et bon, le temps d'un déjeuner, il peut passer ou prendre le café un dimanche, enfin voilà, même si à 20 ans, bien sûr qu'il préfère être avec ses copains, mais il peut avoir aussi une curiosité de rencontrer votre compagne. Oh, mais à 20 ans, on aime bien déjeuner. Hein. C'est vrai, ils ont de l'appétit à cet âge-là. Absolument. Il y a un petit SMS qui me dit, moi je comprends la nouvelle compagne de Christian. Parce que l'ex-femme de mon mari m'a gâché la vie en restant très proche de lui, en demandant toujours quelque chose et en jouant la victime abandonnée pendant 30 ans. Bon, alors, Voilà. alors voilà. Et puis il y a Sergio, il dit, moi j'ai gardé avec la maman de mes enfants un lien indéfectible que son copain a parfois du mal à comprendre. Ah, d'accord. Et puis concernant le linge, on en a parlé des histoires de linge aussi avec Sylvia. Nicole qui dit, écoutez, moi, elle m'envoie un petit mail et dit, depuis que j'ai plus de lave-linge, ben je vais à la laverie, je m'achète la presse, je lis la presse en buvant un café, on passe des moments très sympas pour 10 €. Ah, c'est tellement plus simple. Hein. Voilà, c'est vrai que c'est... Mais vous savez, c'est très symbolique, hein, cette vrai. question autour du linge. Hein. Voilà. C'est une façon de Finalement. maintenir un lien. Bon, on a lancé des pistes, à vous de voir, mais bon, réfléchissez-y quand même et vous laissez Je vous peut-être remercie pas... pour votre clairvoyance en même temps. Et puis, Ben, remercie tous ceux qui sont intervenus Bien sûr, d'ailleurs, hein, tout à parce fait, que ouais. ça, vous voyez, ça beaucoup se retrouvent dans votre oui, histoire. J'en étais sûr. Merci beaucoup Sylvain d'avoir pris la peine de Merci, vous arrêter. Caroline. Bonne route à vous. Et puis Merci. j'espère que ça va s'arranger. Que vous savez, vous dites que le parent c'est celui qui les élève. Oui. Mais quand même, à un moment, les enfants, même si on les instrumentalise, qu'on dénigre l'autre parent, celui qui vit avec, hein, j'entends, ils peuvent avoir envie en grandissant de se faire leur propre idée, de se forger leur propre opinion et de revenir vers vous. Donc gardez Mais ça, espoir quand même. Hein. Ça, c'est l'espoir. Ouais, mais souvent, vous savez, ça se passe souvent comme ça. À un moment, devenant adultes et qui sont moins dépendants effectivement de celui qui les élève, ils ont envie de connaître l'autre lignée et de savoir. Oui, c'est vrai. Il faut qu'ils grandissent parce que quand ils sont plus jeunes, ils sont encore trop dépendants et matériellement et affectivement. Voilà. Bon courage en tout cas à vous, Merci. Sylvain. Bonne route Au revoir, Caroline. au revoir Sylvain et bon courage Christian également. Au revoir. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. Oren, l'échappée belle. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Swad. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Bon. Alors, oui, Paul me disait que c'était une question un peu d'ordre médical, donc c'est vrai que d'habitude, je suis un peu ennuyée parce que moi, je ne suis pas médecin, mais il m'a dit aussi que vous étiez un petit peu inquiète. Enfin, vous aviez appelé hier et il m'a dit que vous alliez un peu mieux qu'hier déjà. Donc, bon. Je vais mieux qu'hier, Bon, parce qu'il oui. y a des jours avec, il y a des jours sans. Oui, vous avez eu une opération des yeux, c'est ça? Oui, récemment. Oui. Qu'est-ce que vous avez, pourquoi, C'était une sclérectomie profonde pour une tension intraoculaire. Ah, c'est douloureux ça. Très. Oui, ça c'est Mais j'ai déjà subi cette sclérectomie, ça fait 5 ans, mais elle n'était pas profonde. C'est quoi? Vous pouvez me dire ce que c'est? C'est de la tension oculaire, c'est du glaucome, mais c'est pas D'accord. du glaucome, c'est de la tension. Oui. On perd le nerf optique et la rétine est abîmée petit à petit. Et le champ visuel est rétréci. D'accord. Donc chaque fois, on est obligé de décompresser, si vous voulez, l'œil pour essayer d'éviter la cécité. D'accord. Vu que je suis mon ophtalme depuis 20 ans,
Mais dites-moi, c'est un problème héréditaire? Il y a des problèmes dans la famille? Non, ça vient d'où ça? J'avais un décollement de la rétine. De la rétine bilatérale entre 87 et 90. Ensuite, j'ai eu un IFEMA. Et puis, suite à ça, j'ai perdu un œil. Donc, en 92, ma tension s'est développée sur l'autre œil. Bon, je prenais un traitement. Jusqu'en 2008, j'ai fait une sclérectomie simple. Ça s'est très bien passé. Cette fois-ci, les médecins et toute une équipe, tout un staff ont décidé de me faire une sclérectomie profonde pour éviter le pire. Comme mon champ visuel rétrécissait de plus en plus. Sur l'œil qui est bon. Voilà. Qui est bon, mais qui voit de dixièmes. Oui. Donc, vous avez été opéré là ces jours-ci, au mois de février-mars. D'accord. Donc j'étais partante, je suis partie très confiante. Malheureusement, au J4 après l'opération, il y a eu des complications. Donc j'ai été reprise 3 fois après, avec des douleurs à 52 de tension. C'est-à-dire j'étais sous manitol, sous morphine. Ah oui, c'est très, l'œil est très très innervé, oui, c'est très douloureux, paraît-il. Je ne voyais plus rien après. Oui, c'est angoissant en plus. Plus rien. Bon, je n'espérais pas tant, mais après ma dernière opération, j'ai pu récupérer un tout petit peu. Petit à petit, d'ailleurs même ma correction n'est pas encore faite jusqu'en juillet parce que mon œil n'est pas encore stable. Mais quand même, je vois. Je vois à peu près 1,5, à peu près, 2. Mais ce qui m'inquiète le plus, toujours sous traitement, un traitement lourd, alors qu'auparavant c'était pas comme ça, après ma première sclérectomie, j'ai une opacité qui m'angoisse toute la journée. Il y a des moments où ça s'éclaircit, je suis très bien. Oui. Il y a des moments où ça m'angoisse tellement, je n'ai plus envie, c'est simple, je ne sors plus. À part aller... Et que vous disent les ophtalmos là, qui s'occupent de vous? Parce que justement, dans les conséquences, dans les suites post-opératoires, ça peut mettre du temps à revenir. Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport? Pour l'opacité, personne n'arrive à me donner une explication, justement. Comment ça se fait, ça? Dans le but que peut-être il y aurait quelqu'un qui aurait subi la même chose que moi et peut-être qui pourrait me donner quelque chose, une idée pour... Donc, ça m'angoisse énormément et puis ça se répercute sur mon comportement par rapport à ma petite fille qui a 11 ans, et mon mari, moi-même. Je comprends parce que c'est vrai que là, c'est important quand on a subi une opération, enfin, d'ailleurs, quelle que soit l'opération, mais en plus les yeux, c'est particulièrement angoissant. Enfin, de toute façon, on supporte mieux quand on connaît quand on peut prévoir, quand on peut anticiper. Donc souvent les chirurgiens prennent le temps, d'expliquer quelles vont être les suites, les conséquences, les symptômes qui peuvent apparaître. Et du coup, même si c'est pénible, il y a déjà pas cette charge anxieuse. Parce qu'on sait que ça fait partie des symptômes qui peuvent arriver et que ça finit par se dissiper. Enfin bon, là, si on vous laisse dans cette interrogation, dans ce doute, c'est particulièrement insoutenable, je trouve. Voilà, et puis ils me disent « Oh, ça va passer ». Ou peut-être parce que vous êtes mon ophtalmo, votre œil est fatigué. Personne ne me donne une réponse bien déterminée. Je vois comme par exemple quand vous prenez votre douche ou votre bain et vous regardez dans la glace, vous voyez, vous n'arrivez pas à voir. Il y a de la buée et puis vous voyez juste une silhouette. C'est comme ça que je vois de temps en temps, enfin souvent.
Mais vous êtes suivi, vous voyez régulièrement vous avez été suivi dans un centre spécialisé, j'imagine, parce que ce type d'intervention. Bon, donc ils doivent quand même avoir, même si il peut y avoir des complications, mais ils ont quand même des études qui sont faites. C'est pas la première intervention de ce type qu'ils font. Donc ils peuvent. Ça qui m'inquiète. Oui, alors mais il faut en parler. Dire, écoutez, moi j'ai besoin de savoir que vous m'expliquiez. Est-ce que c'est quelque chose? Pourquoi à certains? Alors ils vous disent déjà que c'est quand vous êtes fatigué. Bon, donc ça c'est important. Quand vous êtes plus fatigué, évidemment, ça joue sur votre vision. Mais après, est-ce que c'est quelque chose qui disparaît au fil du temps? Parce que votre intervention, elle est récente, hein, février-mars. Bon, on sait que ça met du temps à revenir. Hein, vraiment, c'est une intervention lourde. La correction n'est pas encore faite. Je m'en toujours pas donné de lunettes parce que ma vue va encore changer, certainement. Mais je vis une angoisse perpétuelle et c'est pesant pour mon moral, pour tout. Mmh. Et ils vous proposent pas dans ce service, ils proposent pas un suivi psychologique parce qu'on sait que c'est quand même très pénible et très angoissant de voir ça. Déjà, surtout, vous avez un œil dont vous ne pouvez plus vous servir, donc effectivement, vous comptez sur l'autre. On ne vous a pas proposé un suivi psychologique, ce qui ne veut pas dire que il est important que vous trouviez au moins des débuts de réponse. Même s'ils vous disent, bon, on peut pas prévoir là, c'est des statistiques qu'on vous donne, ils ont pas non plus, les médecins, ils font ce qu'ils peuvent, ils ont pas la vérité absolue, hein, surtout. Mais ne pas vous laisser dans autant d'incertitudes. Oui. Que ça joue aussi, faut leur en parler, ça joue évidemment sur votre morale, vous vous sentez anxieuse, enfin peut-être déprimée, je sais pas, vous voyez, c'est à prendre en considération tout ça. Absolument. Et d'ailleurs, vous voyez, parce que souvent, le problème, parfois, les médecins, ils s'occupent vous voyez des ophtalmos, ils vont s'occuper de votre œil, mais ils vont pas prendre peut-être en considération votre morale. Et ça, il faut que vous puissiez en parler. Parce que même si c'est lié, ça veut pas dire que si vous sentez, actuellement, par exemple, vous dites, ça joue dans votre comportement, vous vous sentez quoi? Plus agressif, déprimé? Qu'est-ce qui se passe? Pour un oui, pour un non, je m'énerve pour n'importe quoi. Vous êtes plus irritable? Voilà. Oui. Même si, par exemple, ma fille, elle est encore un enfant, donc à 10 ans et demi, il y a beaucoup de choses qu'elle fait intentionnellement. Pour moi, elle est censée faire ça correctement. Je n'approuve pas qu'elle le fasse. Vous êtes moins patiente avec elle. Voilà. Ouais. Mais moi, je pense que quand même... Et vous êtes suivi déjà par votre médecin traitant? Oui, par mon médecin traitant. Il faudrait en parler de ça à votre médecin traitant. Parce que vous savez, les généralistes, ils s'occupent de vraiment tout l'état général. Et pas seulement les spécialistes, ils s'occupent de leur spécialité et parfois avec le reste, ils voient pas trop. Donc déjà, vous pourriez prendre rendez-vous avec votre médecin traitant. Il sait ce que vous venez de vivre, à quel point ça peut être anxiogène, et de dire que là, vous êtes anxieuse, forcément, vous n'êtes pas bien, et que ça a des répercussions dans votre vie, et puis que vous vous sentez plus irritable, et ça se comprend. Enfin, ça se comprend parce que vous êtes très anxieuse. Donc, il pourrait déjà, vous aider sur ce plan-là, vous donner un petit traitement. Je sens que le sort s'acharne sur moi déjà, que j'ai eu beaucoup de problèmes auparavant. Et puis ça continue. Oui, mais justement, vous voyez, là, vous êtes en train en plus un peu de vous déprimer parce que vous dites, quand est-ce que je vais sortir des épreuves? Donc, tout ça, c'est pas bon parce que c'est vrai que les ophtalmos vous le disent aussi, si vous êtes plus fatigué, ça joue aussi sur votre vision. Vous auriez besoin de beaucoup de calme parce que on sait que aussi dans ce suivi post-opératoire des yeux, c'est long et il y a tout le post-opératoire est très important aussi. Et vous auriez besoin d'un environnement plus calme, plus serein. Or, c'est compliqué d'être dans du calme et de la sérénité quand on est autant dans l'angoisse. Et ça se comprend que vous soyez dans l'angoisse. Donc, peut-être aussi en parler avec... votre médecin traitant, il n'est pas ophtalmo, donc il ne pourra pas vous donner forcément les... Mais il pourra prendre soin de votre état général et vous aider, ou peut-être en vous proposant aussi des
des méthodes telles que l'acupuncture, de l'ostéopathie, de la sophrologie, des choses qui pourraient permettre un peu par rapport à cette... J'ai entendu beaucoup parler par rapport à la médecine qui peut aider les personnes dans mon cas et tout ça, mais je n'arrive pas à trouver... Mais vous pouvez demander à votre médecin traitant parce qu'il peut vous donner peut-être, vous indiquer pour voir je sais pas, en fonction de ce qui vous convient à vous, mais qui pourrait aussi un peu vous apaiser. Mais ce qui n'empêche pas Souad de voir quand même, de demander un rendez-vous avec l'équipe qui vous a opéré, en disant écoutez, moi je suis trop angoissée là, avec ces moments où j'ai une opacité et où je me sens très mal. J'ai besoin quand même que vous me disiez, il y a bien par rapport aux opérations que vous avez faites, même si chaque cas est particulier, vous avez bien des études, de voir est-ce que ça prend du temps, qu'est-ce que je peux faire, enfin... qui comprennent que vous avez besoin d'être un peu rassuré quand même, ce qui est dans l'ordre des choses. Or, si on ne répond pas à vos questions, ou si vous avez le sentiment qu'on évite vos questions, ça ne peut qu'accentuer votre anxiété. C'est logique. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, même mon médecin, j'ai dit, vous m'avez opéré. C'était pour améliorer plutôt mon quotidien, alors que maintenant... c'est compliqué. J'ai l'impression qu'ils ont précipité les choses. Écoutez, je pense que s'ils ont fait cette intervention, ils savaient aussi quand même ce qu'ils faisaient. Ils font pas des interventions de ce type comme ça si ça ne s'y prêtait pas. Mais je crois que vous manquez. Moi, ce qui me frappe dans votre témoignage, c'est que vous manquez d'échange. Absolument. Vous manquez de dialogue. Vous manquez d'échange. Et ça, forcément, c'est anxiogène. Alors, c'est vrai que c'est parfois la difficulté, notamment avec les chirurgiens, c'est que on les voit avant l'intervention, là, mais c'est vrai que tout ce qui est du suivi post-opératoire, ils sont plus forcément là. Or, c'est là qu'on a aussi besoin particulièrement d'être entouré. Justement, j'ai été opérée par des grands professeurs. Et puis, quand vous leur parlez, ils sont jamais là, ils sont occupés. Il n'y a pas que vous qui les attendez. Vous étiez au 15-20 ? Non, j'étais à la Fondation Saint-Joseph. D'accord. Mhm. C'est un très bon hôpital. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est très bien, je peux vous dire. Oui, non, mais de toute façon, c'est des services de pointe. Quand l'œil, c'est vraiment très spécialisé. Oui. Oui, mais c'est dans le suivi. C'est dans le suivi. Il faudrait que vous voyiez quelqu'un. Et il n'y a pas des psys dans ces services ? Si, la psy est venue me voir 2 fois. Mais demandez un rendez-vous avec elle. Et parce puis elle m'a même prescrit un traitement d'1 mois. Parce que, voyez votre médecin traitant, parce que lui, il peut faire le plan un peu sur la liaison avec sur votre état général, peut vous faire un courrier aussi par rapport aux médecins qui vous suivent, qui vous ont opéré. Mais à ce moment-là, prenez un rendez-vous avec la psy du service quand vous étiez opéré. Vous pouvez la voir en externe, demandez un rendez-vous, en lui expliquant, en disant que vous vivez mal cette période parce que vous êtes trop dans l'interrogation, trop dans le doute. Parce qu'elle peut faire le relais auprès de l'équipe médicale. D'accord. Expliquer, demander à ce qu'il vous rend compte et refaire le point. Donc prenez un rendez-vous avec elle. Voyez, en externe, elle vous recevra, elle vous connaît, elle connaît le problème, parce qu'en plus elle travaille auprès de cette équipe, elle est spécialisée dans ça. Bon courage, Souad. Merci mais beaucoup, ne restez pas avec tous ces doutes, parce que je comprends que ça vous inquiète. Merci pour tout ce que vous faites, je vous entends, ça fait des années. Merci, bon courage à vous. Beaucoup. Bon courage, Souad, au revoir. Bonne nuit.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. C'est l'heure de votre libre antenne jusqu'à 1h. Vous pouvez appeler le 39 21 pour me parler de vous, réagir à tous les témoignages par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors des messages pour Swad qui dit: je comprends l'angoisse de Swad car j'ai 56 ans et j'ai des problèmes de glaucome et de déchirement de rétine. J'ai depuis 2 ans une DMLA, mais je reste sereine. Et alors malheureusement, je ne sais pas pourquoi, c'est dommage, on aurait bien aimé avoir la suite. Vos SMS sont limités à 160 caractères. Justement, un message aussi signé d'un fidèle auditeur qui me dit: je suis déficient visuel et disponible pour échanger avec Swad, la soutenir. Elle peut me contacter si elle le souhaite, me dit cet auditeur. Donc n'hésitez pas à soit appeler le 39 21 et bien sûr qu'on transmettra vos coordonnées, ou à ce moment-là nous renvoyer un autre petit message au 7 39 21. Vos mails également sur le site europe1.fr. Thérèse me dit: j'ai été ophtalmo et je pense que le médecin traitant de cette auditrice peut se mettre en relation avec l'ophtalmo pour savoir ce qu'il se passe. Il peut s'agir d'une fatigue visuelle, dit Thérèse, qui a été ophtalmo. Merci beaucoup, c'est dommage que vous n'ayez pas appelé le 39 21, ça aurait fait du bien à Swad qui attendait des appels, mais merci déjà d'avoir pris la peine d'envoyer ce petit mail. Allez, on écoute un petit peu de musique, et quelle musique on va partir ça fait du bien, la mer, les mouettes, voilà, un avant-goût d'été, de vacances, les amis. La Madrague, Brigitte Bardot. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Alain. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Pourquoi un avant-goût? Moi je peux y aller là. Je suis tout près là. Mais... c'est formidable. Alors c'est vrai. Après tout, il y a des vacances. On peut en prendre toute l'année. Non, c'est parce qu'on est tous un peu en quête de soleil cette année. Je vous en envoie plein. Vous vous trouvez où? Sur la Côte d'Azur. Eh oui, c'est ça. Voilà, ouais. voilà. Dès qu'on est ça, c'est vrai que vous êtes chanceux dans la région. Hein. Et là, il a fait un très beau soleil aujourd'hui. Ah oui, magnifique. Depuis combien de temps? Depuis au moins une dizaine de jours, quoi. Oh là là. On a un beau soleil, il y a plein de gens à la plage déjà. Ouais. Nous, on a eu aujourd'hui, il a plu dans l'après-midi, mais la fin de soirée était pas mal. Et puis, moi, j'ai encore les bottes. Et demain, il prévoit de la pluie toute la journée à Paris. Hein. Malheureusement, mais j'ai habité Paris, donc je sais ce que c'est. Vous savez ce que c'est, hein? Vraiment. Oui. Bon. Bon, je vous expose, Caroline, je vous ai appelé, mais il y a 10 ans de ça. 10 ans. 10 ans? Ah oui. 10 ans que je vous écoute, oui. Oui. Et donc, c'est pas du tout le même souci, mais comme je racontais non, c'est pas Paul, c'est Yélène, non? Paul ou Yélène, l'un des deux, c'est Yélène. 2 garçons ce soir, donc je peux pas vous dire. Oui, je sais, il y a Paul le taquin, Yélène... Yélène le sage. Voilà, plus posé, voilà, mais oui, c'est vrai qu'il est taquin aussi, Paul, mais Yélène est plus posé, et puis il est là moins souvent, alors il ose moins aussi, hein, voilà, vous taquinez peut-être, hein. Voilà, donc il y a une dizaine d'années, donc j'étais tombé sur une personne très très complexe, donc lorsque je suis sorti de cette liaison avec cette personne, la personne que je connais actuellement m'est un peu tombée dessus. Nous sommes, en bref, je résume, nous sommes restés 4 ans ensemble à vivre dans le même appartement. Quand je l'ai rencontrée, naturellement, elle s'alcoolisait assez souvent. Oui. Et en étant ensemble un peu moins. Et donc j'ai eu beaucoup de mal après pour m'en détacher pour qu'elle puisse partir de chez moi, quoi, parce que j'en pouvais plus. Mais tout en gardant notre relation, qu'elle pensait, c'était un peu plus compliqué, mais on gardait comme la relation, mais je voulais qu'elle habite ailleurs. Elle est un petit peu sortie de ce système, en allant voir des psys, moi aussi d'ailleurs, parce que... Et malheureusement, c'est lorsqu'il y a des grosses émotions, donc ça revient, et c'est catastrophique de pire en pire, quoi. Tous les 15 jours,
peut-être tous les mois. Mais enfin bon, ça tombe toujours à des occasions très malheureuses pour moi. Et ça fait 5 ans, comme je l'ai dit à Yalène, que nous n'avons plus de relation et que je lui ai dit plusieurs fois que c'était comme mon amie, mais une très grande amie, je la considérais comme une sœur. Oui. Bon, j'ai peut-être beaucoup de tort aussi, c'est que je l'ai toujours emmenée en vacances avec moi. Y compris depuis la séparation ? Oui, parce que moi, j'avais fait, après la relation que j'avais eue avec cette personne, j'avais fait une croix sur cette femme terminée. J'avais dit, moi, seul, je ne sais plus de... parce qu'avant, j'ai eu une vie très dissolue jusqu'à 50 ans. Bon, enfin, je parle pas d'avant. Et donc, j'avais dit stop. Voilà. Et donc, avec cette personne, je dis, écoute, on est très amis. Oui, mais bon, elle raconte partout qu'elle m'aime, qu'elle ne peut pas se passer de moi, etc. Ses parents. Et c'est très complexe parce que quand je l'emmène quelque part, l'autre fois d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait vous appeler parce que là, je crois que c'est le Sombom. Je suis dans un club et là, elle est venue un peu éméchée, alors c'était une catastrophe. Par contre, je ne sais pas du tout comment faire. Alors, quand vous partez en vacances ensemble, vous partagez la même chambre ? Oui, mais il ne se passe rien. Ah non, depuis 5 ans. Oui, mais vous voyez, pour elle, c'est insupportable. Parce que si elle vous aime, elle a toujours des sentiments pour vous. Je trouve que c'est dur c'est à vous de mettre des distances, Alain. Ah ben l'autre fois, je l'ai dit, mais elle dit c'est pas possible. Oui, mais bien sûr, parce que elle est en demande et elle espère et elle a besoin de votre présence. Mais dans les faits, ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas parce qu'elle arrive pas, elle peut pas se détacher de vous en vous voyant aussi souvent. Vous voyez, il y a un moment où s'il y a séparation, vous pouvez, il faut qu'elle puisse être intégrée et éventuellement après, vous pourriez vous voir en amie, mais quand elle, ça ne la fait plus souffrir. Mais là, vous pouvez la voir comme une amie, comme une sœur, parce que vous n'êtes plus amoureux d'elle. Donc évidemment, c'est agréable de passer des moments avec elle. Bon, mais elle, dans la mesure où elle a encore des sentiments amoureux pour vous, c'est une source de douleur quand même, de souffrance. Ouais, mais j'ai peur de ce qui peut arriver parce qu'elle est capable de tout. De toute façon, vous voyez bien que en étant avec vous, elle continue à s'alcooliser. Enfin, c'est pas, elle va pas mieux, hein, ça l'aide pas non plus, hein. C'est occasionnel, c'est très occasionnel. Oui, d'accord, mais enfin, bon... Si vous pouvez lui dire que vous souhaitez pour elle qu'elle aille mieux, qu'elle se fasse aider, mais maintenir Pourquoi vous maintenez un tel lien avec elle ? Il y a tout un contexte, on se connaît depuis longtemps. Maintenant, elle a son petit-fils qui m'appelle papy, sa fille qui m'adore, enfin, ses parents qui m'adorent. Donc c'est... Oui, mais alors c'est curieux parce que vous, en même temps, je trouve que ça vous permet pas. Vous avez une histoire avec elle, vous êtes séparés, mais ça vous permet pas. Imaginez que vous rencontriez une autre femme, vous pourriez pas conserver ce lien-là avec elle. Voilà le souci, c'est que il y a 1 an de ça, donc je m'étais dit, écoute, parce que je voulais voir quand même s'il y avait une possibilité ailleurs, donc je me suis inscrit sur un site pendant 2-3 mois, et effectivement, j'ai rencontré plusieurs personnes, et j'ai vu que ça fonctionnait, donc je me suis un peu rassuré, mais ça a été une catastrophe, là, ça a été terrible, quoi. Elle a un peu appris, en plus c'est un peu dans le même coin, donc c'était catastrophique. Et moi c'est le fait, effectivement, c'est un peu ambigu, parce que le fait de garder un tel lien, ça doit la faire souffrir, effectivement. Mais elle trouve que c'est mieux de souffrir comme ça que de pas me... Oui, c'est ce que l'on pense. C'est toujours l'angoisse de celui qui subit la séparation, de se dire je préfère, tant pis, ne garder un lien, même si c'est pas le lien que je voudrais, plutôt que de plus voir du tout. Mais pour autant, ce qui aide quand même à un moment, c'est de ne plus avoir de contact. Pour faire le deuil de l'histoire. Ouais, ça peut être facile, ça. Mais non, mais enfin, là, qui est-ce que vous ménagez ?
Vous, elle, vous voyez, c'est pas clair. Je trouve que c'est pas vous qui souffrez le plus dans l'histoire, hein. Donc c'est à vous d'être... Moi, je souffre du fait que je suis quand même seul, quoi. Ah ben oui, mais enfin ça, Alain, écoutez, ça, j'ai envie de dire, c'est votre problème. Vous voyez, c'est pas, elle doit pas être là pour meubler votre solitude, parce que c'est quand même elle qui souffre plus dans cette histoire, parce que elle a toujours des sentiments pour vous. Donc là, je trouve que, vous voyez, il faut pas penser qu'à vous dans cette histoire. Ah, ça c'est des choses que j'entends. Que, pardon ? C'est des choses que j'entends, ça, d'autres personnes, oui, effectivement. Ben, je trouve que oui, c'est un peu, vous pensez pas assez à elle. Il y a quelque chose de, plutôt que d'être seul, vous avez, c'est un peu, c'est commode pour vous. Vous vous connaissez, vous dites depuis longtemps, il y a quelque chose d'un peu confortable pour vous, parce que au fond, ça vous évite de vous confronter à la solitude. Vous pouvez partir en club avec elle, partir en vacances. Bon, d'autant plus que vous n'avez plus de sentiments amoureux pour elle. Donc, c'est comme si vous partiez avec une bonne copine. Mais le problème, c'est que elle est toujours attachée à vous. Donc, c'est quand même toujours celui qui n'est plus dans un sentiment amoureux qui doit faire la démarche et permettre à l'autre de se détacher. Sinon, vous maintenez une relation d'emprise. Il y a le phénomène de distance, on n'est pas loin l'un de l'autre. Peu importe, on peut quand même mettre une distance psychique. Même si déjà, géographiquement, vous savez, il y a des situations encore plus complexes, ceux qui parfois se séparent alors qu'ils travaillent sur le même lieu de travail. Non, je crois que, vous voyez, à un moment, en lui disant que parce que elle continue à ne pas aller bien, vous dites elle s'alcoolise, même si c'est occasionnellement, ce que vous pouvez lui dire, c'est que vous tenez à elle, vous avez beaucoup d'affection pour elle, mais vous n'êtes, mais vous n'êtes plus amoureux d'elle. Oui, c'est important. Oui, mais c'est important de lui dire et dire que finalement, c'est pas une bonne chose de rester dans cette ambiguïté. Et vous pouvez lui dire, regarde, ça t'aide pas, parce que finalement, toi, tu sors pas de cette souffrance. La preuve, pourquoi tu t'alcoolises comme ça, même quand elle est avec vous d'ailleurs. Oui, mais donc, ça n'est pas non, mais de moi, le problème, mais je n'ai pas dit ça. Le problème vient de plus loin. Mais enfin, vous voyez bien que c'est pas le fait de la garder là qui fait que de toute façon ça arrange sa situation. Donc, et vous pouvez pas la garder uniquement pour dire pendant ce temps-là je suis pas seule, parce que de toute façon ça risque de durer longtemps pour le coup, parce que si vous partez avec elle, vous donnez l'illusion d'un couple alors que vous n'en êtes pas un. C'est pas comme ça que vous allez retrouver vous une compagne. Non, mais ça, c'est pas forcément mon but. Mais en plus, je l'aide un peu financièrement des fois, donc... Mais ça, après tout... oui, mais vous voyez, vous êtes trop... c'est pas clair. Je trouve que c'est pas... Enfin, moi, je trouve que vous l'aidez pas, cette femme. Elle serait plus amoureuse de vous, d'accord. Mais dans la mesure où elle a des sentiments amoureux pour vous, ça va pas. Vous pouvez pas être le mal et le remède, hein. C'est pas possible. Alors, comment couper tous les ponts ? Pendant un temps, ça veut dire qu'effectivement, déjà, ne pas vous voir, ne pas partir en vacances ensemble comme vous le faites. Le temps qu'elle aille, mieux qu'elle accepte que vous soyez séparés, réellement. Et pas de téléphone non plus, parce qu'elle téléphone 10 fois par jour. Oui, vous voyez bien qu'il y a un problème d'appeler 10 fois par jour comme ça. Et vous acceptez ça ? C'est avec le temps, c'est vrai que je me suis conforté dans ce truc-là et disons que je l'écoute, quoi, c'est tout. Hein. Au téléphone, souvent, je parle pas trop. Et j'écoute tout ce qu'elle a à me dire, c'est tout. Mais oui, j'accepte, bien sûr. Mais, je pense que c'est peut-être à moi de faire le... Moi, ça doit... vu ce que vous décrivez, et d'autant plus si elle est fragile... Oui. Là, vous la maintenez dans cette fragilité. Vous pensez, en fait, que vous pouvez l'aider, la protéger. Or, en fait, vous la maintenez dans cette fragilité, dans cette dépendance, en tout cas. Oui, ça c'est un truc que vous avez parlé une fois, j'avais écouté votre émission. Oui. Mais je crois qu'on est clairement dans ce cas-là, peut-être pour moi.
Dépendance amicale. Mais vous aussi, vous êtes dans une forme de dépendance, oui. C'est ça, c'est ce que je dis, oui. Elle, c'est plutôt amoureuse et moi, c'est plutôt amical. Mais bon, moi, je sais que souvent, quand vous avez fait les émissions où les gens, il y avait des gens qui buvaient un petit peu, donc c'est pas la personne qui est à côté qui peut l'aider, qui peut faire quelque chose. Non. Donc ça, j'ai compris depuis le temps. Est-ce qu'elle n'est pas du tout suivie psychologiquement? Si. Pour son problème d'alcool, moi, je suis pas avec elle chez le psy, mais bon, elle dit que oui. Elle y va régulièrement? Plus trop maintenant. Elle y va que quand il y a eu des clashs, quoi. Eh oui, mais du coup, ça peut pas marcher. C'est-à-dire qu'elle y va en urgence quand vraiment ça va trop mal, quand il y a quelque chose qui l'angoisse trop. Voilà. Mais pour qu'un travail soit vraiment thérapeutique, ça exige une régularité. C'est ce que sinon, là, elle le prend comme un médicament qu'on prend quand vraiment on a trop mal. D'ailleurs, c'est ce qu'il lui a donné, mais bon, elle ne prend pas forcément tout le temps. Oui, mais si vous voulez, la thérapie, ça ne peut pas être juste un médicament, vous voyez, qu'on prend en cas de grosse crise. C'est quelque chose qui est au long cours pour aller mieux. Oui, ça... Et vous lui... finalement... Elle vous permet d'éviter de vous retrouver face à votre solitude. Et vous aussi, c'est-à-dire que vous lui évitez elle vous appelle 10 fois par jour, au lieu de se dire, bon, je vais essayer de me prendre en charge, essayer d'aller mieux, essayer de soigner mes angoisses, de m'apaiser, c'est vous, voyez, elle est dans une grande dépendance. Alors je dis pas qu'il faut du jour au lendemain tout couper, surtout étant dans une si grande proximité, mais en tout cas lui expliquer que vous vous apercevez que depuis ces années de séparation, que ça ne l'aide pas, elle a avancé. Et vous pouvez aussi lui parler de vous, dire que au fond, vous êtes aussi, la solitude vous angoisse et que comme vous l'appréciez beaucoup, vous appréciez d'être avec elle, mais que vous vous rendez compte que c'est pas possible d'être dans une relation comme ça tant qu'il y a un aussi grand déséquilibre. Puisque vous, c'est une amitié que vous avez avec elle. Mais elle est encore amoureuse. Donc, tant qu'il y a ce déséquilibre, c'est pas possible. Donc, vous pouvez, en lui disant que vous tenez à elle, si ça peut lui permettre de se faire soigner et d'essayer d'aller mieux, dites-lui que vous tenez à elle, qu'elle est importante pour vous, pas sur le plan amoureux, mais que c'est quelqu'un qui compte. Elle peut l'entendre, ça aussi. C'est qu'elle compte pour vous et que donc, ça serait important qu'elle ne s'abîme pas comme elle le fait et qu'elle se fasse aider. Je ne fais que ça depuis quelques années. Ouais, mais bon, vous faites ça, mais en étant, voyez, en même temps, vous mélangez les genres. Moi, j'ai toujours peur des réactions. Je sais pas, depuis quelques années, avant, je n'étais pas du tout comme ça. L'autre personne m'a complètement un peu détruit. Avant, je n'étais pas du tout comme ça. J'étais bien sûr, et c'était ça ou rien. Maintenant, bon, je suis beaucoup plus délicat et le fait qu'elle me dise, par exemple, que même si vraiment on est séparés, machin et tout, et si je rencontre quelqu'un et qu'elle me voit ici, bon, ça sera catastrophique, ça sera bon. Oui, mais imaginez quand même un instant, Alain, vous pourriez rencontrer quelqu'un et qu'est-ce qui se passerait? Voyez, parce que là, vous dites, bon... c'est arrivé l'année dernière. Oui, mais alors là, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle peut faire du chantage au suicide, elle peut, tout peut se passer là, hein? Tout, hein. D'ailleurs, tout s'est passé puisque j'ai vite cassé. Oui, mais voyez, vous entretenez ça. C'est pas une bonne chose, je trouve. Il faut. Bon, mais vous dites, il faut pas couper les ponts d'un coup, quand même. Vous pouvez pas passer du tout ou rien, mais lui expliquer en tout cas que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans votre relation qui va pas. C'est-à-dire que vous pourrez rester amis. Vous vous êtes trompé. Vous pensiez pouvoir rester amis, mais que vous n'aviez peut-être pas mesuré. C'est pas tant parler de vous, mais la ramener à elle. Vous n'aviez pas tant mesuré. Vous n'aviez pas assez mesuré à quel point ça la faisait souffrir. Alors elle va vous dire certainement que, je ne sais pas, je suis pas dans sa tête, mais elle peut, j'anticipe en disant que le pire, ça serait de plus vous voir du tout, qu'elle préfère même encore ça à plus vous voir. C'est ça. Oui, mais c'est un leurre, Elle dit, bon, tant pis, si tu rencontres quelqu'un, t'as qu'à la voir juste comme ça, et puis... Oui, mais parce qu'elle est prête à accepter tout.
plutôt que de vous perdre, comme souvent. Mais elle perd aussi toute estime d'elle-même. Vous voyez, elle est même prête à accepter que vous ayez quelqu'un, tant continuer à vous voir. Mais bon, elle s'aliène dans cette relation. Donc, partez d'elle, laissez-vous vous un peu de côté, parce que c'est quand même vous qui souffrez moins. C'est par rapport, vous êtes moins abîmé, vous n'êtes pas détruit comme elle peut l'être dans... Vous dites, c'est elle la plus fragile ? Oui, ça c'est sûr. Alors permettez-lui de se détacher un peu de vous. Oui, si. Donc petit à petit. Alors. Oui, petit à petit, mais enfin, ça veut dire c'est pas partir avec elle en vacances, c'est pas accepter qu'elle vous appelle 10 fois par jour où vous ne décrochez pas, et en disant que il faut vraiment, vous ne mesuriez pas à quel point, vous n'avez pas mesuré peut-être à quel point ça la faisait souffrir, ça entretient sa souffrance. Parce que vous pourrez dire, on pourra être amis plus tard. Plus tard, quand tu iras mieux et que tu te seras détaché de moi sur le plan amoureux et que toi aussi, tu me verras comme un ami. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Et il faut laisser un petit peu de temps et que tu travailles, que tu te fasses aider à aller mieux. Et déjà, quand elle ira mieux, elle verra certainement les choses différemment. Parce que là, elle est dans une problématique de dépendance. Donc, ne l'entretenez pas. D'accord, on va commencer par le téléphone, effectivement. C'est ce que dit quelqu'un. Si vous la respectez, essayez de lui rendre un peu sa liberté. Il faut l'aider à sortir de sa dépendance. C'est ce que dit Lilia aussi. Vous ne l'aidez pas, mais vous aliénez, votre liberté d'aller vers une autre rencontre, à moins que cette situation ne vous convienne finalement. C'est votre ambivalence. Hein. Non, en tout cas, c'est un peu aliénant, assez pour elle comme pour vous. Ah, oui, donc il y a quelque chose où vous tournez en rond, vous n'arrivez pas vous avez peur de la solitude, peut-être peur d'aller vers une nouvelle rencontre. Donc il y a quelque chose de confortable, elle est là. Vous n'êtes pas seul. Enfin, vous voyez bien que c'est pas satisfaisant. Ni pour elle, ni pour vous au final. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à prendre un peu de distance. Alors compte tenu de la situation que vous décrivez, c'est vrai que du jour au lendemain, ça serait vraiment du tout ou rien. Mais en prenant le temps d'en parler avec elle, mais en étant ferme. Hein, parce que elle, évidemment, elle va faire en sorte que vous restiez collés. Ben, je comptais pour partir seul en vacances, là, au mois de septembre, essayer de partir, comme ça, pour voir. C'est-à-dire tout seul ? Oui. Oui, bien sûr, oui. Voilà, Guillaume aussi, qui dit on peut facilement passer de l'amitié à l'amour, mais plus difficilement de l'amour à l'amitié. Ma dernière compagne, dit Guillaume, m'a fait espérer l'amitié, alors qu'aujourd'hui, elle ne me parle plus. Ah oui. Ah ouais, non, moi c'est pas. Moi, si au contraire, ça aurait été vachement sympa si elle était. Oui, mais si elle était comme vous, mais elle n'est pas comme vous. Elle est plus dépendante. Enfin, différemment en tout cas. Vous aussi, vous l'êtes, mais différemment. Donc, pensez à elle quand même, hein, d'accord ? Oui, c'est ce que. Pensez à elle parce qu'elle va pas bien. Ah ouais, ça voilà. C'est sûr. Ok. Ben, je vous remercie beaucoup, Caroline. Merci de votre confiance. Au revoir, Alain. Merci. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Guillaume de Bayeux me dit merci de passer ce morceau de Bastille, mélange de pop électro. Ça change de ce qu'on peut entendre 10 fois par jour sur les autres radios. Bonsoir Rosine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de m'avoir rappelé. Ah ben, je vous en prie. Ce soir, voilà. Donc oui, j'ai un petit souci. Là, je vous écoute souvent parce que je reviens de mon travail à cette heure-là, donc je vous écoute souvent. Puis je pensais pas avoir besoin de vous, voilà. Mais tout finit par arriver. Donc oui, j'ai 60 ans. Oui. Et comment je me suis mariée donc à 19 ans, très jeune, voilà. Donc avec mon mari, on a eu le coup de foudre. C'était un coup de foudre, donc voilà. Seulement un problème latent qui vient d'exploser. Oui. Je suis issue d'une famille italienne avec une mère assez qui manage, qui voilà. J'ai un frère handicapé qui a 4 ans de moins que moi. J'ai perdu un autre frère
Voilà, donc mes parents étant italiens, ne sachant pas trop parler français et tout, voilà, j'ai toujours un peu couvé ma famille. Et donc mon couple en a pris un coup. Et aujourd'hui, ça a explosé, quoi. Alors mon mari ça fait quand même, vous êtes mariés depuis, vous aviez 19 ans, vous en avez 60, donc quand même, il a accepté ça, votre mari, là, qu'est-ce que... Ben oui, il a accepté, mais maintenant il me dit qu'il en a beaucoup souffert. Donc souffert de quoi, que vous êtes trop occupé de votre famille? Oui, trop près de ma famille. Oui. J'étais trop près de ma famille et je l'ai délaissé un peu, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, enfin, il a mis du temps à s'en apercevoir parce que... disons qu'il y a 15 ans, ça s'est déjà produit. La même chose. Il y a combien de temps? 15 ans. Il y a 15 ans. D'accord. Oui. Il a déjà explosé et il me reprochait la même chose. Il était militaire, donc toutes les départs en Outre-mer, j'ai pas voulu suivre pour rester près de mes parents. Donc maintenant, il me reproche que j'ai un peu gâché sa carrière. Il a pas assez voyagé, il avait envie. Et puis voilà, je l'ai laissé. Oui, enfin bon, c'est un peu dur, je trouve, de vous faire porter des choses qu'il a pas pu faire en temps et en heure. Enfin, vous voyez, je trouve qu'il a un peu beau jeu de vous reprocher ça maintenant. Alors que après tout, s'il n'a pas fait à ce moment-là, s'il n'a pas bougé, c'est peut-être parce que il n'en avait pas tant envie que ça. C'était pas prioritaire à ce moment-là dans sa vie. Donc maintenant, il fait un retour sur son passé et il vous met tout sur le dos. Mais bon, lui-même avait certainement sa part de responsabilité. Si ça avait été aussi important que ça, peut-être qu'à ce moment-là, il en aurait parlé avec vous en disant écoute, pour moi, c'est très... Comment? Mais il en parlait, mais bon, j'ai jamais voulu suivre. Je lui disais de partir tout seul et il me disait non, tout seul, ça m'intéresse pas. Voilà. Oui, mais enfin, ce qui est curieux, c'est que je comprends que ça a pu être lourd pour lui et qu'il ait eu le sentiment que tout le temps, l'investissement que vous mettiez par rapport à vos parents, à votre frère, c'était autant de temps que vous ne mettiez pas dans la construction de votre couple. Mais c'est bizarre qu'il serait... Enfin, je sais pas, que ça clash maintenant au bout de 40 ans, quoi. Ouais. Il y a 15 ans, ça s'est déjà produit. Oui, mais il est resté quand même. Il est resté... Il avait demandé le divorce, il avait dit qu'il voulait un peu de liberté pour voir clair, parce que bon, il a souffert de ça, pas pouvoir partir, pas pouvoir... Et puis le manque de moi, puisque j'étais beaucoup tournée vers mes parents. Ça, vous avez eu des enfants ensemble? Une fille, oui. D'accord. Oui, mais je le reconnais, que j'ai été trop proche de mes parents, hein. Donc voilà, et bon, maintenant, 15 ans sont écoulés, et puis ça a recommencé. Il me reproche qu'il a souffert, que voilà. Donc, après, ça fait 5 ans qu'il se passe rien entre nous. Donc il m'a dit qu'il a souffert encore de ça, parce que je suis... Oui, il me reproche aussi ma tristesse, parce que j'accepte pas d'avoir un frère handicapé et il a 4 ans de moins que moi, c'est-à-dire que c'était lui ou moi, j'aurais pu être à sa place. Et ça, j'arrive pas à me l'enlever, c'est-à-dire que je suis toujours dans un état de tristesse. Déjà, j'accepte pas son handicap, et puis aussi parce que j'aurais pu être à sa place. Et voilà, et j'accepte pas du tout son handicap, hein, pas du tout. Et donc, je m'investis beaucoup pour lui aussi. Oui, par culpabilité. Oui. C'est souvent, on retrouve souvent ça chez les frères et sœurs, se dire cette culpabilité, de se dire c'est lui qui a tout et vous, pourquoi c'est lui et pas moi? C'est ça. Et donc, mais en même temps. Pour le coup, votre mari, il a raison de tirer le signal d'alarme si vous êtes dans une aussi grande tristesse. Ah oui. Parce que ça serait... J'ai toujours l'air triste et il supporte pas. Vous n'avez pas que l'air, vous l'êtes triste, vous me dites. Oui, je le suis à l'intérieur de moi. Dès qu'il y a... Je pleure facilement, mais alors facilement. Et souvent, quand je suis toute seule, je pleure parce que je pense à ça. Oui, vous n'avez jamais accepté, ça a toujours été, parce que vous êtes, comme vous dites, il n'y a pas beaucoup de différence d'âge. Oui, c'était lui ou moi. Mais mes parents, quand ils l'ont eu,
quand ils nous ont eu, ils avaient 40 ans, donc c'était lui ou moi, c'est clair. Et donc là, je me dis, bon, c'est lui. Qu'est-ce que vous entendez par c'est lui ou moi ? Parce qu'on a 4 ans de différence. Mes parents, ils étaient en âge avancé pour avoir des enfants. Avec la guerre et tout, ils ont eu des enfants tard. Notamment nous deux, parce qu'ils ont eu un garçon et une fille. Et 15 ans après, ils ont eu encore un garçon et une fille. Donc, nous deux, on était dans la période où, voilà, à 40 ans, trisomique, c'est vite arrivé. Hein, voilà, donc c'était lui ou moi. Il est trisomique, votre frère ? Oui, et du fait que c'est lui, je me dis, à l'intérieur de moi, je me dis, c'est dégueulasse, parce que je dis, ouf, c'est pas moi. Et ça... Oui, vous vous en voulez de penser ça ? Oui. Vous n'en avez jamais parlé, vous n'êtes jamais fait aider, vous n'avez jamais travaillé, non ? Ça serait important, je trouve, parce que c'est vraiment dommage que vous restiez avec une douleur comme ça, avec une telle tristesse en vous. Parce que de fait, ça ne change rien à la situation de votre frère. Et vous, ça vous met un poids sur le cœur terrible, alors que vous n'êtes pas responsable. C'est la trisomie, c'est pourquoi à un moment il y a un chromosome, en plus. Personne n'est responsable, pas plus vos parents que vous. Et d'autant plus, je sais pas comment il est votre frère, mais souvent les trisomiques ont on se voit une gaieté, une joie de vivre, un regard sur la vie très particulier, très... C'est le pire de tout, ça. Parce qu'il est très souriant. Et pourquoi c'est le pire de tout ? Parce que... c'est trop dur. Il est dans cet état, puis il est heureux. Ben oui. Oui. Mais... Je me dis que il dit jamais rien, il se plaint jamais. Non. Jamais il se plaint. Nous, on a mal à la tête, on a mal au ventre, on a toujours quelque chose. Lui, il se plaint jamais. Oui, mais parce que souvent, il n'y a pas de... Alors, c'est vrai qu'avant, il y avait des problèmes en termes d'espérance de vie, où il y avait quand même des pathologies cardiaques, des choses comme ça. Mais là aussi, maintenant, on a fait des progrès dans la prise en charge. Oui. Peut-être parce qu'effectivement, c'est ce qui est quelque chose d'assez caractéristique. Il y a des degrés aussi dans la trisomie. Il y a des trisomies qui sont plus lourdes que d'autres. Mais quand même, ce qu'on retrouve de caractéristique, c'est qu'il y a ce regard porté sur le monde, c'est là où d'ailleurs la différence a beaucoup à nous apprendre, parce que c'est souvent des personnes qui ont une capacité à s'émerveiller, à savourer, à goûter la vie, là où, comme vous dites, nous on s'encombre de beaucoup de choses, et finalement vous avez ce poids sur le cœur, alors que lui, il n'est pas malheureux dans sa vie. C'est vous portez, vous, la tristesse peut-être de vos parents, la tristesse de dire cette culpabilité. Mais si vous voulez, il y a des handicaps qui sont très lourds, où parfois on voit il y a de la souffrance à la fois physique et à la fois morale. Je pense à certaines formes d'autisme grave où on voit la douleur, la souffrance morale. Il y a et tellement d'autres handicaps où il y a à la fois c'est physique et moral, enfin les deux. On retrouve pas ça chez les dans le cas de la trisomie. Je me dis c'est pas possible de jamais se plaindre, quoi. Mais non, mais c'est parce que pour lui, il n'a pas de raison de se plaindre. Oui, mais je veux dire, s'il a mal quelque part, il le dit pas, quoi. Il dit jamais. Mais peut-être d'abord parce que ça aussi, il y a pas la même en termes de sensibilité, pas émotionnelle, parce que émotionnellement, ils ont une très très grande sensibilité. Mais peut-être qu'effectivement, la douleur n'est pas ressentie de la même façon. C'est vous qui voulez qu'il souffre. Alors que vous parlez de votre souffrance à vous. Et ça serait important de vous occuper de votre souffrance, parce que finalement, vous portez la souffrance de la famille, le poids de la famille, peut-être la tristesse de vos parents. Oui, parce que ça me fait mal au cœur pour eux. Je supporte pas qu'ils aient un enfant comme ça. Et voilà. Mais oui, mais parce que votre frère, il doit pas être malheureux dans sa vie. C'est ce que vous avez du mal à... Voyez, c'est-à-dire que vous voyez de la souffrance pour lui là où il n'y en a pas, alors que votre souffrance à vous, elle est là, et vous en occupez pas. Non. Vous êtes en train de projeter sur lui ce qui relève de votre souffrance à vous. Peut-être. Donc, Et comme dit Laurent, c'était pas vous ou lui.
Votre frère, il vous en veut pas, lui. Il se pose pas cette problématique-là, forcément. C'est votre culpabilité qui vous fait penser ça. Et votre frère qui est justement, qui ne se plaint pas, qui est dans la vie, qui sourit plutôt à la vie, il doit, comme le dit Laurent, plutôt vous aimer heureuse. Parce qu'ils sont très sensibles émotionnellement, il y a de grands affectifs, ils sont beaucoup dans l'affectivité, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de ils sont d'ailleurs très agréables à vivre. Oui. Ah oui, il est toujours gai. Mais oui. Donc, voyez, vous chargez d'un poids où vous imaginez que sa vie est terrible, alors que c'est de votre souffrance dont vous parlez. C'est ce que dit Virginie, ce petit frère, il est probablement tout simplement heureux. Il faut que vous déposiez vos valises. Oui, donc voilà quoi. Il y a Sergio qui parle du film, effectivement, Le 8e jour, vous avez peut-être vu, qui est un très joli film. Je peux pas regarder. Oui, mais parce que vous faites un vrai blocage par rapport à ça. Il faut vraiment que vous en parliez. Oui, le film L'Intouchable, je peux pas regarder. Pourtant, on me dit que c'est beau, c'est rigolo, mais je peux pas. Oui, mais c'est votre souffrance à vous. Il faut que vous la projetez complètement sur votre frère. Et là où votre mari a raison, c'est que il faut vraiment que vous parliez. Enfin, on reste pas avec une aussi grande douleur morale. Vous parlez des présumées douleurs physiques de votre frère, et vous, que faites-vous de votre douleur morale ? Mais j'en ai jamais parlé parce que je voulais pas embêter le monde avec ça, et je me dis je garde ça au fond de moi, j'embête personne avec ça, quoi. Mais voilà. Oui, mais enfin, vous voyez bien que ça rejaillit. D'abord, ça rejaillit parce que vous en faites certainement trop par rapport à votre famille, y compris par rapport à votre jeune frère qui n'a pas besoin de temps. Lui, il a sa vie, il a la chance, il a ses parents, il a vos parents, il est dans son univers, il est dans un autre univers où lui, il va apprécier des choses plus simples. Il est dans l'instant, dans le moment, voyez ? Et il y a cette capacité d'émerveillement. C'est là où souvent on a beaucoup à apprendre de. Ce que dit Nino, elle dit, je prenais régulièrement un bus où montaient des gens trisomiques, certainement parce qu'il y avait un centre à côté. Souvent, certains m'embrassaient, disaient que j'étais belle, gentille, ça me mettait de bonne humeur. Et c'est vrai qu'il y a souvent, on voit, moi aussi dans le RER que je prends, il y a un groupe qui revient souvent les mercredis, et autant tous les autres voyageurs, moi y compris, on est là, visage fermé, on a l'impression qu'on porte le poids du monde sur les épaules. Et eux, c'est gai, c'est vivant, ils parlent, ils sourient, ils s'amusent, ils plaisantent. C'est là où on aurait beaucoup de leçons à prendre. Là où on pense que, on se dit, oh là là, c'est terrible. Mais de notre point de vue, à nous, auto-centrés. Sur nous. Alors maintenant, je ne nie pas, je suis pas en train de banaliser du tout, au contraire, votre souffrance qu'on retrouve très souvent chez les frères et sœurs, quand il y a comme ça un enfant qui est différent, un enfant qui est handicapé, d'abord parce que toute l'attention des parents va tourner autour de lui. Oui, c'est vrai. Et c'est normal. Dans l'enfance, c'était que lui. Mais j'en veux pas mes parents, surtout pas. Non, mais bon, évidemment, parce que les parents vont s'occuper, avoir plus de sollicitude, d'attention pour celui qui est le plus fragile. Mais c'est vrai que c'est un peu au détriment évidemment des autres enfants. Et vous dites, voyez, j'en veux pas à mes parents. Et parfois, on peut avoir des pensées comme ça, dire quand on est plus jeune, notamment quand on est encore enfant. Tout tourne autour de lui et moi j'en voudrais bien un peu, et puis sans vouloir dans le même temps de penser ça, parce que ce frère vous l'aimez et vous vous dites oui, mais c'est normal qu'il ait toute l'affection des parents, enfin une grande partie, même si vos parents vous aiment vous aussi, compte tenu de son handicap. Donc vous êtes traversé toujours par des sentiments comme ça contraires. C'est de tout ça dont il faudrait parler, parce que vous, ça vous pèse et vous restez avec cette tristesse comme ça. Donc on reste pas aussi longtemps avec une telle tristesse. Oui, donc mon mari qui est gai, qui est très jovial, donc il m'a dit qu'il peut plus. Oui, mais votre mari, je trouve que finalement, vous voyez, il a une réaction saine, et certainement que c'est un mari très aimant, parce que vous ne seriez pas restés ensemble autant de temps. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit j'aurais pu partir plein de fois. Oui, certainement. Mais parce qu'il vous aime. Et je veux dire, s'il vous aime, pour lui, ça doit être très, très douloureux de vous voir aussi triste et aller finalement de plus en plus mal. Donc, il a raison
de vous faire réagir, de dire il faut faire quelque chose et de dire bon, c'est bien beau de s'occuper des autres et de toute la famille, mais quand est-ce que vous allez vous occuper de vous ? En ça, je trouve que c'est un bon mari. Oui, là, c'est ce qu'il me dit. Seulement, je sais pas ce qui s'est passé, mais pendant 5 ans, il n'y a rien eu entre nous. Et puis l'autre jour, j'ai trouvé une photo, donc il a une liaison, donc il m'a dit que il avait besoin d'avoir en face de lui un visage qui lui sourit, qui s'occupe de lui, qui est avenant, qui est voilà. Mais écoutez, Rosine, vous avez, on peut comprendre que actuellement, c'est vrai que c'est difficile de vivre à côté de quelqu'un qui est très déprimé. C'est un peu déprimant. D'avoir quelqu'un qui, même s'il vous aime, même si, sinon, vous savez, il serait pas resté plus de 40 ans auprès de vous s'il n'avait pas d'amour pour vous. Oui. Maintenant, qu'il ait une liaison, une femme qui peut-être lui renvoie aussi une image de lui-même agréable. Votre mari, il n'est pas fait de bois. Oui. Il a besoin aussi de se sentir aimé, parce que lui, il a pu se sentir un peu délaissé. Et puis si en plus, quand vous êtes à la maison, vous êtes très renfermé, replié sur vous et tout, il se dit, je la rends pas heureuse. Elle n'est pas heureuse, alors à quoi bon ? Donc, vous voyez, lui aussi doit en souffrir de ça. Donc, qu'à un moment, il se soit tourné vers une autre femme qui lui renvoie aussi une image de lui agréable, il doit avoir besoin de se rassurer, votre mari. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne vous aime pas. Moi, je trouve qu'au contraire, oui, mais croyez-le, je trouve qu'au contraire, le fait de vous dire les choses, de vous dire comme ça que c'est pas possible, il en peut plus que vous soyez triste comme ça. C'est le pire, c'est qu'ils soient indifférents et c'est qu'ils vous disent, après tout, ou qu'ils vous disent même pas, dire qu'après tout, qu'ils vous laissent, qu'elle s'occupe de ses parents, de son frère. Moi, je m'en fiche, je fais ma vie, rien. Non, c'est qu'il en peut plus parce que il en peut plus de vous voir triste parce que ça le rend malheureux aussi. Ouais. Et donc voilà. Alors maintenant, il a demandé à faire un break et puis il m'a dit il y a quelque chose de cassé. Et dites-lui que vous prenez conscience qu'effectivement pour lui ça a dû être très difficile. Reconnaissez-le, que effectivement, finalement, ça déclenche chez vous aussi un peu une prise de conscience, un électrochoc, que vous vous rendez compte qu'il est temps aussi que vous vous occupiez de vous. Et allez parler à quelqu'un. D'accord ? Voilà, allez parler à quelqu'un de cette souffrance, parce que c'est important que vous ne restiez pas enfermés. Bon courage, Rosine. Au revoir. Je vous remercie, au revoir. Bette David Eyes. Belle nuit à vous, faites de jolis rêves.